le projet d'avenir intitulé Bordeaux 2030, nous nous intéresserons à l'urbanisme et à des projets phares comme les écoquartiers ou encore un nouveau pont. Nous parlerons également art et culture avec la création d'un lieu dédié à l'art contemporain avec salle d'exposition et salle de spectacle. Enfin, nous nous intéresserons aux projets économiques de la ville avec un projet phare, le centre culturel du vin ou encore ce tremplin, la future ligne à grande vitesse qui réunira Bordeaux et Paris en à peine 2 heures. Alors on va revenir un peu au niveau architectural et urbanisme de la ville de Bordeaux. On va revenir longtemps en arrière puisque c'est un lourd passif à Bordeaux, l'histoire de l'architecture. Il y a le Palais Gallien, les plus vieilles pierres de Bordeaux se trouvent sur le Palais Gallien. À l'époque gallo-romaine, Bordeaux se limite à un forum. Alors Bordeaux a évolué à l'époque antique, partie en fait d'une bourgade proto-historique avant la conquête romaine. Et les dernières fouilles l'ont bien démontré, même si beaucoup de choses restent encore à découvrir. À l'époque antique et à l'époque augustéenne, la ville va se développer, s'organiser. Vers le nord en partie, mais on remarque qu'au IIIe siècle, elle s'en sert, elle se protège par des remparts, de très hauts remparts, dont les derniers pans ont été détruits au XIXe siècle, assez récemment sur le plan historique. Donc cette ville s'organise aussi à partir de 2 grands axes, comme pratiquement partout dans l'Empire romain, lorsqu'une ville se crée. Le Cardo, qui est en fait l'axe nord-sud, la rue principale qui en fait, étonnamment, correspond toujours à un tracé très connu qui est la rue Sainte-Catherine. Donc tous les passants qui vont ainsi se promener rue Sainte-Catherine passent exactement sur l'axe de l'ancienne rue principale de Burdigala, parce que c'est le nom antique de Bordeaux, et le Decumanus qui est en fait perpendiculaire au Cardo, qui correspond à la rue Porte-Dijon et la rue Saint-Rémy. Alors, quant au Forum, donc ce lieu si connu et lieu en fait cœur de la ville en quelque sorte, était sans doute à Bordeaux légèrement déplacé, décalé par rapport à ce carrefour des 2 axes, probablement sur le secteur de la place de la Comédie, où justement les fouilles archéologiques, même très anciennes, ont permis de retrouver des éléments que l'on trouve généralement sur le Forum. Au XVIIIe siècle, l'intendant devient un urbaniste. Et déjà à la fin du règne de Louis XIV, je dirais plutôt après la mort de Louis XIV, l'accession donc de Louis XV au trône, plus tard avec Louis XVI, on le remarque, et jusqu'à la Révolution française, ce mouvement se perpétue. Donc il s'agit de transformer la ville, mais bien sûr, vous l'indiquiez, il faut être suffisamment riche, il faut que la fortune soit là, et cette fortune, en fait, elle arrive avec le commerce. Bordeaux fait partie, à partir des années 1715, justement, 1720, fait partie de ces quelques ports français qui bénéficient d'avantages commerciaux, de liberté commerciale, qui vont donc lui permettre d'envoyer des navires en Amérique, mais également, on va voir le commerce triangulaire aussi se développer. Et donc, entre le commerce en droiture, qui est en fait un commerce d'échange de marchandises entre l'Europe et l'Amérique, et le commerce triangulaire qui, lui, à Bordeaux, je dirais fort heureusement, est minoritaire. Ce n'est pas dans un esprit purement humaniste, mais l'arrière-pays est suffisamment riche ici, à Bordeaux et en Aquitaine, pour que les négociants bordelais puissent exporter, envoyer vers les Antilles différents produits. Bon, le vin, bien sûr, est un des produits phares, mais il en est d'autres. Et cette richesse fera de Bordeaux, à la veille de la Révolution française, le premier port de commerce français. Alors Mériadeck, oui, on ne peut pas passer à côté. Bien sûr, bien sûr. Mériadeck, aujourd'hui justement, on sourit, on en rit, Mais ça reste intéressant, ça reste très intéressant architecturalement. Oui. Tout à fait. C'est le témoin, une fois de plus, le témoin d'une époque. Ce quartier, en fait, en a remplacé un autre, le quartier Mériadeck, bien sûr, mais totalement insalubre. Alors, pour beaucoup, dans le souvenir de certains qui n'y habitaient pas, il s'agissait d'un quartier, on allait aux puces, on allait voir, en fait, ou vivre provisoirement, du moins, le temps d'un passage, une ambiance de vie un peu particulière. Mais j'ai discuté avec certains des habitants de cette époque, d'avant le Mériadeck que l'on connaît aujourd'hui, qui n'avait qu'une envie, c'était déménager, c'était partir de cette zone qui était vraiment un bouge, c'était un lieu vraiment, je parlais d'insalubrité à l'instant, voilà, rien n'était fait dans ce quartier, tout était à faire, et ainsi, sous la municipalité de Jacques Chaban-Delmas, eh bien, tout a été ni plus ni moins que rasé et reconstruit. Alors, cela correspond à un style d'une certaine époque.
Prenez à la même époque des bâtiments construits ailleurs en France, vous trouverez une architecture très comparable. Voilà, là encore, Mériadec est le témoin d'une époque et est intégré, il faut le souligner tout de même, dans la zone géographique classée à l'UNESCO. Ensuite, bien sûr, pour l'avenir, il existe des projets. En tout cas, parmi les volontés réelles des responsables de la ville comme de la CUB, de la communauté urbaine et des différentes communes alentours, puisque tout le monde est concerné, pour arriver en 2030-2035 à 1 million d'habitants, il s'agit d'accueillir les nouvelles populations, couples avec enfants, les actifs et les actifs de demain, les accueillir dans les meilleures conditions possibles sans augmenter l'étalement de la zone urbaine, mais au contraire bien la maîtriser, s'intéresser bien sûr aux axes du tramway et puis les accueillir aussi en centre-ville, car il existe encore de très nombreuses zones aussi à conquérir, à nouveau en centre-ville. Maintenir aussi des espaces verts, des espaces naturels. Je pense que tout cela vraiment est comme finalement c'était aussi un souci au XVIIIe siècle, maintenir cet échange entre les quartiers vivants, bâtis, où s'organisent les marchés, et les espaces de vie, de détente et les espaces de nature. Je prendrai simplement en guise de comparaison le jardin public. Le jardin public apparaît au milieu du XVIIIe siècle. Et c'est une volonté, là encore, de Tourny, que de l'installer dans cette ville, entre la partie dense et historique du cœur de la ville en direction de Gambetta, et puis cette zone des Chartrons qui est en plein développement, puisqu'elle accueille les nouveaux migrants, les nouveaux négociants, commerçants d'origine étrangère, d'Europe du Nord ou d'Espagne ou du Portugal. Et finalement, ce jardin public a ce rôle de poumon en quelque sorte, mais on n'y pense sans doute pas à cette époque-là, on y pense bien sûr aujourd'hui. Bien sûr, ce jardin public est enserré dans la ville, mais c'est aussi un lien entre les différents quartiers, une sorte de sas, une zone de passage. Et c'était vraiment la volonté de l'intendant Tourny en installant ce jardin, qui depuis a été transformé. Il était un jardin à la française, organisé autrement, mais il reste un espace vert et vraiment cher aux Bordelais. Nous sommes devant le chantier du futur Pont-le-Vent Bacalan-Bastide, d'où nous allons découvrir les projets urbains et écologiques à l'horizon 2030. La loi française prévoit 20% de logements sociaux par commune. Qu'en est-il de Bordeaux ? Il y a du retard encore, donc c'est pour ça qu'il y a des différentes opérations qui se font. Ici, au bord de la Garonne, on est un peu au carrefour des grands projets urbains de la ville de Bordeaux. Ginko au lac, le projet également sur les bassins à flot, Brazza où on se trouve, la Benoge. À chaque fois il y a du logement qui est prévu également dans ces opérations. C'est des opérations mixtes avec de l'activité, des commerces, des espaces verts, mais aussi du logement intermédiaire, accession à la propriété et logement social. Tout ça pour rattraper le déficit de logement, puisqu'effectivement on a, quel que soit le bailleur social, que ce soit nous ou les autres bailleurs sociaux sur la place, on a aujourd'hui 36 mois d'attente sur les listes d'attente pour les demandeurs de logement. Est-ce que l'écologie fait partie du domaine du logement, en tout cas dans les projets de logement qui se font sur Bordeaux? Absolument, on travaille sur les économies d'énergie. Nous, sur toutes les opérations de livraison de résidences neuves ou de réhabilitation, on a le souci de réaliser ce qu'on appelle des bâtiments basse consommation. C'est-à-dire qu'ils consomment peu d'énergie avec isolation par l'extérieur afin de garantir moins de dépenses pour le chauffage. On travaille également sur la consommation d'eau et également dans la conception même des travaux, de la réalisation. Dans la construction, voilà, on essaye d'avoir un bilan carbone, c'est une consommation de CO2 qui soit la moins élevée possible. On a souvent tendance à décrire, à concevoir les villes selon les centres d'intérêt culturel, historique, les axes de transport, les centres commerciaux. On inclut rarement le logement dans l'urbanisme. Alors sous quel angle il faut concevoir le logement? Un logement sous l'angle urbanistique, humain, social, écologique? Sur l'angle urbanistique en premier lieu, aujourd'hui sur les opérations de livraison qui se font de logements, on essaye d'intégrer les logements dans une zone où il y a déjà soit existante, soit en projet,
des transports en commun. L'idée, c'est sur les économies d'énergie, c'est aussi de réduire les déplacements des gens. Donc s'ils doivent prendre systématiquement leur voiture pour aller acheter une baguette de pain ou pour aller au centre commercial ou pour aller à un spectacle, on n'y arrivera pas. Donc il faut travailler au niveau urbanistique sur déplacement des personnes, activités à proximité, y compris activités de loisirs, et logement. C'est ce qui se fait sur un projet comme ici où on est à Brazza, ce qui est prévu par Jamel Clouche, l'urbaniste qui travaille spécifiquement sur ce quartier, c'est d'avoir à la fois du logement, social ou pas social, peu importe, les deux sont prévus, mais également des espaces d'activité, des commerces et puis un transport en commun en site propre qui doit également desservir ce quartier. Pareil de l'autre côté avec Ginko, on sait que la prochaine ligne de tram elle va arriver après les Aubiers, elle va être prolongée vers le lac, vers Ginko. C'est urgent de le faire maintenant et c'est réfléchi maintenant par les urbanistes. C'est vraiment intégré que la question du déplacement et des activités autour permettent concrètement de réduire les consommations d'énergie, notamment d'énergie fossile, de pétrole. Et puis pour le porte-monnaie des gens, vu la situation actuelle, c'est également important que ce soit intégré. Sinon, réaliser un bâtiment en basse consommation sans moyen de transport en commun à côté, sans activité à côté, c'est un peu inutile, quoi. Voilà, tout à fait. Est-ce que le logement fait partie du projet Bordeaux 2030 ? Absolument. Dans tous les grands projets pour Bordeaux 2030, j'ai cité tout à l'heure, Brazza, Niel, La Benoge, les bassins à flot, Ginko, etc. Il y a du logement qui est prévu. Certains coûts sont déjà partis, il y a déjà des constructions qui ont commencé. D'autres vont arriver. Pour citer un exemple sur lequel on travaille nous à La Benoge, aujourd'hui il y a environ 1100 logements sociaux uniquement sur La Benoge, 2 bailleurs Aquitanis et donc Coligny. Demain, il y en aura plus. On détruit 160 logements, mais on construit 500 logements, nous, sur notre parc, par exemple. Voilà. Une candidature au titre de capitale européenne de la culture, Evento, le CAPC, la caserne Nil, bref, Bordeaux a toujours eu une ambition artistique et culturelle. Je vous propose de regarder un reportage de Julien Roumat, Noémie Messaël et Mathieu Perlet. Alors, on en parle beaucoup depuis le début de l'émission du projet de Bordeaux 2030. Est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment sur le point de vue artistique du projet ? Alors, ce qui justement est intéressant dans Bordeaux 2030, c'est qu'on est dans un projet qui englobe l'ensemble d'une question de société et d'une question de politique de la ville. Et je crois que c'est ça qui nous intéresse au CAPC, c'est aussi de se dire comment nous on s'inscrit dans un projet de ville. C'est-à-dire que Bordeaux 2030, c'est de se dire il faut qu'on arrive à un horizon de 18 ans, à 1 million d'habitants sur l'ensemble de la communauté urbaine de Bordeaux. Donc vous avez d'un côté la ville de Bordeaux, de l'autre la communauté urbaine qui disent il faut qu'on travaille ensemble à un vrai projet de société. Et qu'est-ce que ça implique de faire ça? Alors d'abord ça veut dire faire venir quand même 300 000 personnes de plus, donc c'est un vrai projet. Et comment ces gens-là vont s'intégrer dans la ville, quels vont être les projets urbains qui vont permettre de les loger, quelles vont être les questions de circulation et quelles vont être aussi les questions de politique culturelle au service de ces gens-là.